Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Commerce, vœux, eau potable et tennis sont au programme aujourd'hui. On parlera aussi de recensement et d'état civil avec nos invités du jour, Olivier Montaigne, directeur général des services de la ville de Sarreguemines, et Yves Rohr, responsable de l'état civil. Bonjour. Bonjour Julien. Et merci à tous les deux de participer à cette émission. Morane nous parlera aussi de chiffres mais sur un autre thème puisque ça concernera la consommation des médias d'information par nos internautes. Coucou Morane. Salut Julia. Pour le moment, on commence cette émission en duplex au centre-ville de Sarreguemines. Uranie, bonjour. Salut Julia. Il y a beaucoup de neuf concernant la galerie du Carré Louvain. Explique-nous. Et oui, du neuf avec une nouvelle qui est tombée hier soir au conseil municipal, l'implantation d'un supermarché dans la galerie du Carré Louvain. L'ouverture est espérée en septembre. Alors en parallèle, l'entièreté de la galerie doit être rachetée par un concessionnaire qui devra ensuite mettre en location les cellules vides courant septembre également. Alors il y a 12 cellules vides, 4 boutiques sont encore présentes, il y a aussi la médiathèque. Alors quoi mettre à la place dans ces cellules vides? Qu'en pensent les commerçants du centre-ville? On donnera toutes ces réponses dans quelques instants. Merci Uranie et puis merci à Thibaut pour les images. Et c'est un thème qu'on va effectivement largement développer dans cette émission. Mais on regarde d'abord le résumé de l'actu du jour. La galerie du Carré Louvain s'invite dans la campagne électorale. Lors du dernier conseil municipal de Sarreguemines, la majorité a présenté un projet de rachat et mise en concession de la partie supermarché, de la galerie et des cellules commerciales. L'opération a un prix global de 2,6 millions d'euros, bien que la commune souhaite mettre en place un schéma financier lui permettant de ne pas sortir un centime de sa poche. L'Europole de Sarreguemines à Ambar, un site clé en main présenté à Versailles. Lundi s'est tenu le sommet Choose France. Le gouvernement a présenté 12 zones viabilisées et disponibles pour accueillir des implantations d'usines. 2 sites ont été identifiés en Moselle, le Moselle Park à Illange-Bertrange et l'Europole de Sarreguemines à Ambar. Un grand débat sur la sécurité publique hier soir. Le sous-préfet Christophe Salin a animé le débat pour l'arrondissement de Sarreguemines avec les représentants des forces de sécurité intérieure. C'était une concertation avec la population à la salle Robert Schuman de Rohrbach-les-Bitches. Aujourd'hui, la société et les menaces ont évolué. Les citoyens mosellans ont été invités à contribuer au nouveau livre blanc de la sécurité intérieure, initié par le Premier ministre Édouard Philippe en juin dernier. La piscine de beach réouvre ses portes aujourd'hui. Elle a été fermée il y a 2 semaines en raison de la présence de légionelles détectées dans les douches des femmes. Ces bactéries peuvent entraîner une infection respiratoire. Après un traitement pour désinfecter les installations, de nouvelles analyses ont été effectuées. Le retour à la normale a été annoncé. La piscine accueille le public depuis ce matin. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Des bonnes nouvelles aussi côté météo, c'est Morane qui va vous dévoiler les prévisions réjouissantes de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et demain, la journée sera largement ensoleillée. De petits nuages sont à prévoir dans la matinée, mais ils laisseront place aux rayons du soleil dans l'après-midi. Qui dit soleil ne veut pas forcément dire chaleur. Il fera froid, les températures maximales seront comprises entre 4 et 6 degrés. Demain, nous serons le mercredi 22 janvier et nous fêterons les Vincent. Le soleil nous accompagnera de 8h14 à 17h11. Les températures sont basses, mais le soleil pointe le bout de son nez, comme le montre notre image du jour qui nous est envoyée par Yannick Ratz. C'est la piste cyclable de Neufgrange. Merci à vous et n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer vos images par mail ou sur notre page Facebook. Sport, loisirs et bien-être au pays de beach, grâce au centre aquatique de Rohrbach et à la piscine de beach. La campagne pour les municipales à Sarreguemines est bel et bien lancée. Lors du conseil municipal d'hier soir, l'équipe actuelle a fait part de ses projets de rachat et concession de la galerie du Carré Louvain. Un point de l'ordre du jour qui a été l'occasion d'échanges assez vifs entre majorité et opposition et qui aura été le plus animé de cette séance, dont Thomas Drouin nous fait le résumé sur des images de Guillaume Dumonteil.
Bonne année à tous. Ce n'est pas House of Cards, mais la vie politique sarregueminoise peut se targuer de ne pas toujours être un long fleuve tranquille. Hier soir se tenait la 50e séance du conseil municipal, avant-dernier épisode de la mandature. Les premiers et seconds rôles sont désormais bien établis et les ultimes rebondissements tiennent le spectateur en haleine. La campagne pour succéder à Céleste Lette a déjà commencé. C'est l'avenir de la galerie commerciale du Carré-Louvain qui va permettre aux différents acteurs du conseil municipal de s'afficher, chacun dans son rôle. C'est d'abord le maire actuel qui redonne l'historique des lieux. Elles étaient longtemps à l'abandon sous une forme de friche commerciale. Et d'ailleurs, c'est une friche que j'ai récupérée au début de mon mandat, de mon premier mandat de maire en 2001. Et ça a été une préoccupation importante, faire en sorte qu'au centre-ville, on retrouve une dynamisation et un commerce nouveau. Puis il précise le projet, la surface de l'ancien Simply doit être rachetée par une société de super hypermarché pour 841 000 €. 3 groupes seraient déjà sur les rangs pour l'acquérir. La galerie et les autres cellules commerciales doivent-elles être rachetées par la ville pour 1 759 000 €, sans sortir un sou de sa poche, puisqu'elle souhaite lancer une procédure de concession sur 20 ans et faire supporter le prix de l'acquisition aux concessionnaires. Amundi veut vendre, ok? Et dans la mesure où on est tombé d'accord sur un prix, eh bien il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Dans l'opposition, chacun y va alors de sa question, sa remarque, qu'il soit candidat déclaré ou pas à l'élection à venir. Donc j'ai 7 questions. Entre autres, Oui. 7 questions vous avez? Oui. Mon intervention sera sur la forme et non pas sur le fond, puisque vous venez d'en discuter. Donc effectivement, on nous sort un truc assez démonstratif comme un lapin d'un chapeau. Oui, monsieur Lette, ces débats devraient être dépassionnés pour vous comme ils le sont pour moi. Voyons. Voilà, je voulais juste apporter ce complément d'information. Si c'est le concessionnaire qui paye l'acquisition et qui gère, qui est vraiment propriétaire? La ville gardera la main sur le choix du supermarché et la ville gardera la main sur le concessionnaire après l'appel d'offres, j'allais dire, pour l'appel à la candidature pour la concession. Il faut reconnaître que cette galerie, ça fait longtemps qu'elle marche pas bien. Alors ma seule question, c'est si le repreneur, ça marche toujours pas, il se passe quoi? Aujourd'hui, on a un projet, il n'y a que celui qui ne tente rien, qui ne réussit rien et qui ne perd pas non plus. Au moment du vote, personne n'est contre le projet. 5 abstentions proviennent des bancs de l'opposition, toute étiquette confondue. Nicole Müller-Becker, démise dernièrement de ses fonctions d'adjointe pour présentation de listes dissidentes, soutient, elle, le projet. Le reste du conseil municipal suivra un cours beaucoup plus calme. Seule l'approbation du plan de prévention du bruit dans l'environnement causera encore quelques remous, non pas à propos du dit plan, mais des feux tricolores mis en place à Sarreguemines pour tenter de réguler la vitesse des automobilistes. Reste que cette séance a pu donner un avant-goût de l'épisode final de ce mandat. Ce sera le 2 mars et le conseil municipal planchera sur le rapport d'orientation budgétaire. Nous serons alors en plein dans la campagne pour les municipales, élection qui désignera celui qui rejoindra la liste des noms et de portraits déjà en place dans la salle du conseil. À suivre. À la fin, évidemment, Pour remplir la galerie du Carré-Louvain, les Sarregueminois ont déjà quelques idées. On retrouve Uranie qui a recueilli l'avis des passants. Et ce matin, on a posé la question à pas mal de Sarregueminois et ils ont l'air plutôt emballés par l'idée, comme ces 2 personnes à côté de moi. Alors, un nouveau supermarché dans la galerie du Carré-Louvain, ça va apporter quoi d'après vous ? Un bon lancement, ce serait avec des bons produits bio, c'est des choses qui sont assez tendances, les circuits courts avec les fermes environnantes et puis bien sûr un parking gratuit pour redynamiser un peu la galerie. Voilà. Ça va rapporter beaucoup à Sarreguemines, il y aura plus de monde et puis c'est quelque chose qui est très bien. Ça manquait? Oh oui, parce qu'il n'y a plus rien à Sarreguemines, c'est une ville morte. Du mieux pour les personnes âgées qui n'ont pas de voiture, donc plus de proximité au niveau de la ville et peut-être plus de vie aussi.
Ça dépanne, c'est pratique, c'est au centre-ville, c'est pratique. Parce qu'autrement, il faut aller dans les zones. Et là, souvent, quand je vais en ville, je me gare au Louvain. Donc, si j'ai besoin d'un petit truc, c'est parfait. Déjà, plus de monde. Et puis, que les gens, ils arrivent mieux à se déplacer. Hein, les gens qui n'ont pas de voiture. D'après moi, ça va ramener du personnel, ça va faire de l'emploi. Ça va redynamiser la galerie et puis ça va faire du bien parce que c'est un peu triste. Est-ce qu'il faudrait encore d'autres types de magasins, de nouvelles enseignes? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans cette galerie? Je sais pas, un peu de tout, ce qui est pour manger, la viande, les saucisses, tout ça, serait bien. Oui, peut-être plus quelque chose qui anime plus, qui attire plus les gens. Des anciennes connues. Peut-être moins connu aussi, pourquoi pas, pour faire du renouveau. Ça serait plutôt cordonnier, petite épicerie, les petits commerçants qu'on avait dans le temps. Et puis quelques boutiques, comme j'ai dit, et puis peut-être un médecin, un dentiste, ou un coiffeur, par exemple. Après, ce serait bien de faire un petit restaurant ou un café à l'intérieur, parce que c'est vrai que là, il n'y a que des boulangeries. Du coup, ça a emporté. Après, on doit peut-être manger dehors. Ça serait bien qu'il y ait un café pour qu'on puisse s'asseoir à l'intérieur. Il manque une enseigne, une grosse enseigne textile. Parce que malgré que ce soit de la concurrence, ça rapporte à nouveau du trafic. Donc une enseigne connue. Ça, ce serait bien. Et les consommateurs ne sont pas les seuls à avoir répondu. Les membres de l'Union des commerçants, comme Philippe Fimbel, ont également une opinion sur la question. Bonjour. Bonjour. Alors, ce nouveau supermarché qui va s'implanter dans la galerie du Carré Louvain, qu'est-ce que ça va apporter selon vous à la galerie déjà, mais aussi au reste du centre-ville? Avant tout, c'est vraiment toujours une bonne nouvelle quand un nouveau commerce ouvre en centre-ville. Un supermarché, c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Le précédent a fermé maintenant, ça fait plus d'1 an, et c'est vraiment quelque chose qui manque au centre-ville. Beaucoup de clients l'attendent, et je pense que ça va vraiment créer une nouvelle dynamique pour le centre-ville et pour tous les commerces autour. Et alors, avec ce nouveau supermarché, qu'est-ce qu'il faudrait d'autre comme boutique, d'après vous ? Alors, ce qui serait vraiment important, c'est que le Carré Louvain en premier se remplisse de nouveau, de façon à ce que le supermarché soit attractif. Et il faudrait vraiment des boutiques qui offrent un beau visuel au niveau des devantures pour que les clients qui viennent en centre-ville aient des choses à regarder, puissent traîner, vagabonder dans les rues du centre-ville et dans le Carré Louvain. Quelque chose qui attire l'œil finalement. Absolument, oui, tout à fait. Alors, tout ne peut pas venir de l'action publique, finalement, pour redynamiser le centre-ville et aussi la galerie. Avec l'Union des commerçants, qu'est-ce que vous pouvez proposer à votre échelle ? Alors, avec l'Union des commerçants, on va continuer à faire des opérations commerciales, des animations, des jeux. On va continuer dans la lancée qu'on a actuellement et continuer à créer des animations. Comme ce qu'il y a eu, par exemple, en fin d'année ? Absolument, tout à fait, oui. Pour différentes occasions au cours de l'année, fête des mères, la Saint-Paul, pour ces différentes périodes. Merci beaucoup. Merci à vous. Et comme tu le vois, Julia, de belles promesses en tout cas et plein de positifs. Je te rends l'antenne. Effectivement, et autre interview particulièrement d'actualité dans ce contexte de rachat de la galerie commerciale, je vous propose d'écouter David Lestou qui était récemment l'invité de la soirée Élu Entreprise organisée par la Casque. Cet économiste aguerri et réputé apporte sa vision et prépare les centres-villes à la révolution commerciale qui marquera les 10 prochaines années. Il était au micro de Francis Hoffman. Je crois que l'enjeu, c'est de se projeter surtout, c'est de se dire que l'attractivité de la ville d'hier, ça ne sera pas celle de demain. Il y a une telle évolution sociologique, il y a une telle évolution des mobilités des habitants, il y a une telle évolution des attentes de citoyens que il va falloir réinventer la ville de demain. C'est ce qu'on va essayer justement d'aborder ce soir. Alors pour dynamiser un centre-ville, il faudrait, je cite ce que j'ai trouvé sur votre site internet, une révolution commerciale. Concrètement, alors quelles sont les orientations majeures que vous préconisez pour une ville moyenne comme celle de Sarreguemines ? Alors déjà, il y a 2 niveaux. Il y a la question de l'attractivité du centre-ville, d'une part, l'attractivité du commerce, d'autre part. Sur l'attractivité du centre-ville, il faut se dire que si on veut que le centre-ville fonctionne d'un point de vue commercial, il va falloir agir sur le commerce, mais aussi sur tous les facteurs qui créent de la commercialité. À la fois les questions d'habitat,
qui est un vrai sujet important. Sur les villes moyennes, on a plus de logements vacants en pourcentage que de commerces vacants. Donc déjà, si on veut que le commerce fonctionne, il faut qu'il y ait des clients de proximité, ce qu'il y a de moins en moins dans les centres-villes. Il va falloir aussi travailler sur la question des services au public, des services médicaux qui créent du flux, qui créent de la polarité. Il va falloir travailler sur la fonction économique, faire en sorte que demain, les pôles d'emploi tertiaires ne soient pas systématiquement sur les périphéries, mais aussi sur les centres-villes. Et puis, quatrième fonction sur laquelle travailler, la fonction identité, c'est-à-dire que pour qu'un centre-ville fonctionne, il faut qu'on donne envie aux gens de venir s'y balader, d'y venir boire un verre, etc. Ça, c'est les fonctions fondamentales. Puis après, il y a le commerce. Il y a le commerce à transformer. Ça va être tout le sujet de l'intervention de ce soir, les marqueurs de la transformation écologique, digitale, sectorielle, sociologique du commerce, où on va avoir des défis là, sacrément importants à relever. Donc on va dire que le commerce par Internet ou le commerce qui se situe plutôt en périphérie des villes ne va donc pas forcément tuer le centre-ville, qu'il existe encore des pistes de progrès importantes. Peut-être que le commerce digital dont vous venez de parler risque plutôt de fragiliser les périphéries plus que le centre-ville. Le centre-ville a un écosystème bien à lui, a des moteurs de fréquentation sur le patrimoine, la convivialité qu'il faut cultiver. La périphérie ne le fera jamais. Je pense que la périphérie a peut-être plus à craindre de la croissance du commerce digital. Alors, on a déjà eu d'autres intervenants. Alors, je constatais à chaque fois que 95% de leur discours, c'était du constat et que finalement, les solutions, elles occupaient très peu de temps dans leur intervention. Oui, vous me direz ça tout à l'heure, après l'intervention, si c'est le cas ou pas. Moi, mon quotidien, c'est pas de faire des conférences. Mon quotidien, c'est de travailler avec les collectivités. Il n'y a pas de solution miracle, mais les solutions qu'on apporte au quotidien avec les collectivités sont toujours adaptées à ce qui se passe sur le territoire. Donc c'est vrai que dans un format conférence, c'est pas facile de dire ça sera ça la solution, parce que ça n'existe pas des solutions qu'on pourrait plaquer sur à peu près tous les territoires. Tout dépend de la réalité territoriale, tout dépend de la sociologie des habitants qu'on a sur un territoire. Ici, en plus, on a l'effet frontalier qui est un phénomène important. Donc il n'y a pas de solution toute faite, mais vous verrez que j'aborde des vraies pistes de réflexion. Donc on va dire qu'il faut sans doute de l'audace et de la créativité, mais qui doit faire le premier pas finalement? Les élus, les commerçants, les habitants? Alors justement, le centre-ville, c'est tous ensemble. Il n'y a pas et les commerçants et les élus et les habitants. Je crois que déjà, il faut construire une vision commune du centre-ville. Qu'est-ce qu'on veut que le centre-ville soit à l'échelle du territoire à 10 ans? Effectivement, l'initiative de lancer la réflexion revient souvent aux élus, mais il est clair qu'un centre-ville, compte tenu des enjeux qu'il y a à relever, ne pourra pas être revitalisé, dynamisé uniquement avec de l'argent public et sous initiative publique. C'est obligatoirement un partenariat entre le public et le privé, dans lequel les citoyens ont toute leur place dans les choix d'aménagement, dans l'aménagement de l'espace public, dans la manière dont ils vont vivre le centre-ville. Olivier Montaigne, la vente de la galerie du Quéré-Louvain, a priori, elle sera effective quand? Est-ce qu'un accord est en train d'être conclu avec un concessionnaire? Alors l'accord avec le concessionnaire viendra dans un deuxième temps. En fait, la procédure se fait un peu en deux en un. Il y a une concomitance de la procédure de la ville avec le groupe Amundi sur la partie future concession, donc des cellules. Il y aura un premier acte qui va être signé chez un notaire, disons d'ici 2-3 mois maximum, le temps de tout préparer, de rediviser la propriété en volume. Et ensuite, il y aura 6 mois de procédure, enfin les 6 mois courent dès maintenant, de procédure pour attribuer cette concession à un tiers, groupe privé, société d'économie mixte ou autre, on verra. Des personnes sont déjà intéressées, des groupes sont déjà intéressés. Et côté supermarché, là c'est directement là où les enseignes avec lesquelles les discussions sont encore en cours de finalisation, qui se tourneront vers Amundi via notre intermédiaire pour signer, si possible, tous en même temps chez un notaire et aller de l'avant pour effectivement une ouverture et du supermarché et des cellules au dernier trimestre 2020. D'accord. Et côté commerce dans cette galerie, est-ce qu'il y a déjà de la demande pour des cellules autres que la partie supermarché ? Alors oui, effectivement, depuis le début de notre programme Action Cœur de Ville, beaucoup d'enseignes franchisées, indépendants, des locaux ou des régionaux viennent vers nous. Alors certains ont choisi de se réimplanter dans les rues, rue Sainte-Croix, rue des Généraux-Crémer, et d'autres sont intéressés par le Quéré-Louvain ou par l'ancien cinéma Eden. Donc on essaye de faire un puzzle et de prépositionner, sans avoir encore pour l'instant les moyens de tout faire. Mais effectivement, beaucoup de monde est intéressé par les différentes localisations.
Alors, parmi eux, est-ce que pour la galerie du Carré-Louvain, il y aurait quelqu'un qui serait intéressé pour un lieu de restauration, pour un café, comme le demandait d'ailleurs quelqu'un dans le micro-trottoir réalisé ce matin? Alors comme le demandent les habitants et comme l'ont beaucoup réfléchi les élus, les services, les partenaires, il y aura de la place et il en faut pour tous les goûts et tous les besoins. Donc oui, de la restauration, du snacking, du loisir, de l'artisanat, des boutiques éphémères, on a vu leur succès à Noël. La future concession permettra aux élus, à la municipalité, dans les clauses, d'obliger à avoir cette diversité et cette possibilité. On l'a vu, il y a eu pas mal d'animations dans la galerie du Carré-Louvain en décembre. Il y a eu pour la première fois des marchés de Noël éphémères qui ont été implantés. Est-ce qu'il est prévu qu'il y ait de l'animation aussi tout au long de l'année ? Alors oui, bien sûr, une galerie doit être animée, comme le centre-ville. Donc c'est des choses qui se feront de manière concertée entre la ville et ses services animation, manager centre-ville, services culturels, et puis le futur concessionnaire pour que les temps forts de la ville restent rythmés par des animations intramuros et extramuros. Eh bien, on a hâte de voir ça en espérant que ça se réalise. On va revenir sur la séance d'hier soir parce que si l'ensemble des autres points du conseil municipal n'a pas suscité de débat particulier, certains sont toutefois à mettre en avant. Tout d'abord le presbytère du Sacré-Cœur qui va être désaffecté et déclassé avant d'être in fine vendu. Du côté du patrimoine faïencier, après le jardin d'hiver et le casino, c'est au tour des friches de la Fabrique 4 d'être numérisées en 3D. Enfin, les musées se voient dotés d'un nouveau règlement afin de faire face à des comportements nouveaux de la part des visiteurs, notamment sur le site du Jardin des Faïenciers. Il y est désormais interdit d'y circuler à trottinette électrique ou d'y effectuer des photos de nus. Et oui, il y en a qui ont essayé. Les cérémonies de vœux se suivent mais ne se ressemblent pas et comme le veut la tradition, le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines s'est adressé aux élus, aux représentants d'institutions ou d'associations et au personnel de la sous-préfecture. Et cette année, il a fait un bond dans le passé en évoquant le XVIIIe siècle. Marie-Morgane Lorenz était sur place. Et si nous réinventions un nouveau siècle des Lumières ? Et si nous réinventions un nouveau siècle des Lumières? Et si nous réinventions un nouveau siècle des Lumières? Le XVIIIe siècle, les Lumières, les connaissances, les philosophes, cela a grandement inspiré le sous-préfet de l'arrondissement dans l'écriture de ses vœux. Pour Christophe Salin, il est important d'avancer, de ne pas subir l'apocalypse annoncée, mais de tendre vers une société renouvelée. Dénoncer et dépasser l'obscurantisme et les violences et l'ignorance, pour promouvoir les connaissances et les valeurs humaines, pour conserver toujours cette conscience de l'humanité que cet écrivain, Vercors, a si bien décrit dans son ouvrage « Les animaux dénaturés ». Il veut poursuivre les actions en faveur de l'emploi, notamment pour les jeunes. L'an dernier, je vous annonçais une amélioration du taux de chômage à 8,2%. Aujourd'hui, il est à 7,9%. La situation de l'emploi s'améliore donc, mais pour autant, elle reste insatisfaisante. Trop de jeunes gens restent sans emploi durable. En 2020, le département de la Moselle bénéficiera de la généralisation du dispositif d'emploi franc, qui a pour objet, par des aides financières spécifiques, de faciliter le recrutement de personnes résidant dans les quartiers prioritaires pour la politique de la ville. Le dispositif de l'État Territoire d'Industrie a pour objectif de faciliter l'implantation d'entreprises. Il devrait monter en puissance en 2020 en Moselle. Pour la première fois depuis 20 ans, imaginez, une nouvelle usine d'automobile est créée en France, chez nous. C'est un événement qui est tout à fait exceptionnel. Son existence doit être en soulignée, mais aussi en susciter d'autres. Il a également évoqué les projets du site de Meisenthal. D'une part, avec le chantier de modernisation du site Verrier et la salle musicale la plus moderne de France. Et d'autre part, avec cette aventure artisanale, artistique et désormais économique de la boule de Noël. Pour le sous-préfet, 2020 devrait être une année importante. Nous avons tous les outils pour réinventer un siècle des Lumières. Et si une étoile scintillait pour chacune, pour chacun, pour un éclairage renouvelé, pour donner envie du bonheur.
alors 2020 sera une belle année. Bientôt de l'eau au même prix pour tout le territoire. Depuis le 1er janvier 2020, une nouvelle compétence est exercée par la CASC, celle de l'eau potable. Une mesure qui s'inscrit dans le cadre de la loi NOTRe pour l'aménagement du territoire. La CASC a choisi pour la gestion une délégation de service public et c'est Veolia qui s'en occupera. L'objectif, harmoniser le service et la qualité. Reportage d'Uranie Tozic. Désormais, 91% des foyers de l'arrondissement verront leur facture d'eau potable baisser. Alors l'avantage pour le consommateur, ça sera une baisse de 15 centimes d'euros par mètre cube, soit sur une consommation moyenne annuelle de 220 mètres cubes, environ 20 € de gain par an sur une facture d'eau. Le prix de la redevance assainissement, lui, ne changera pas. Une nouveauté qui impacte les communes en bleu sur la carte. Cependant, le tarif est maintenu pour 1800 abonnés du secteur sur les communes de Lixin-les-Roulins, Blisbruck, Wieswiller, Wölflin-les-Sarreguemines et Zétain. Louperschuse, Calhausen, Nélin, Kirchwiller ne sont pas encore concernés. Ces communes sont gérées par des syndicats pour lesquels la CASC ne décide pas seule. Des négociations seront donc entamées pendant 2 ans pour continuer d'unifier le secteur. Houndelin et Ypelin, pourtant membres de l'agglo, sont alimentés par le réseau Forbach. Là encore, le tarif est maintenu. Avec cette prise de compétence, certains syndicats et régies ont été dissous. C'est le cas de la vallée de la Blise, qui regroupait une partie de Sarreguemines, Blise-et-Bersin, Blise-Gerswiller et Frauenberg. Veolia prend donc en charge la gestion du réseau pour 23 700 abonnés. Un marché qui n'a pas été difficile à décrocher puisque l'entreprise était déjà bien présente sur le territoire. Ça n'a pas été non plus dur à négocier. L'agglomération de Sarreguemines est une collectivité que nous connaissons depuis de longue date. Et il a été justement très intéressant de pouvoir construire avec l'agglomération un projet, une vision commune et partagée sur l'ensemble du périmètre de l'agglomération. La CASC et Veolia ont signé 5 avenants pour aligner toutes les dates de fin de contrat pour fin 2023. Une période où les tarifs ne bougeront pas. Mais certaines communes peuvent se poser une question. Au-delà de cette date, le prix sera-t-il revu à la hausse ? Cela pourrait être le cas de Lixin-les-Roulins. Jusqu'à présent, les habitants payaient 1,29 € le mètre cube. Un tarif en dessous de la moyenne. L'agglo se laisse donc ce laps de temps pour redéfinir le niveau de service attendu et potentiellement relancer un appel d'offres. Dans un instant, on parle de chiffres, ceux concernant la consommation des médias, ainsi que ceux de la population sarregueminoise. Et on finira cette émission en vous emmenant jouer au tennis. A tout de suite. Revivez les meilleurs moments sportifs de 2019 en présence de Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France dans les années 70, et de Michel Munch, athlète handisport que rien n'arrête. Événement gratuit le 28 janvier à l'Hôtel de Ville de Sarreguemines, ouverture des portes à 18 h, début de la cérémonie à 18 h 30. Vous êtes seul, vous avez envie de partage, de confiance, de dialogue, d'être aimé. N'hésitez plus, faites le premier pas. Fanny Jameau vous accompagne. Elle saura vous écouter et vous aider à faire le deuxième pas, celui qui vous mettra en relation avec des personnes ciblées et qui vous correspondent. L'agence Avenir Complice vous accueille à Sarreguemines et à Metz. Près de chez vous, quelqu'un vous attend. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2019-2020 au Pays de Beach. Au programme, des artistes de renom, des concerts et des spectacles empreints d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas le groupe de musique Vikingskald ce vendredi 24 janvier à l'espace Cassin à 20 h 30. Informations disponibles à l'espace René Cassin de Beach ou sur www.cc-paysdebeach.fr. L'isolation thermique des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, quels sont les avantages et les inconvénients ? Isoler les murs reste l'une des priorités majeures pour améliorer le confort de son habitation, mais surtout pour diminuer ses dépenses énergétiques. Avoir des murs en pierre très épais chez soi ne veut pas dire bonne isolation. Pour réduire les pertes de chaleur, il est possible de réaliser une isolation thermique des murs par l'intérieur. Ainsi, l'aspect extérieur du bâtiment est préservé. Cependant, celle-ci engendre une diminution de la surface habitable et ne permet pas d'éliminer les ponts thermiques.
Malgré un coût plus élevé, l'isolation thermique par l'extérieur reste le procédé le moins contraignant et le plus efficace, car l'inertie des murs est conservée. De plus, sa continuité sur la paroi permet d'éliminer la quasi-totalité des ponts thermiques. Surtout, pour obtenir des conseils objectifs, gratuits et indépendants sur les différentes méthodes d'isolation, prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire, comme moi, avant de commencer les travaux. Faciliter, accompagner et informer pour la rénovation énergétique, rencontrez le conseiller le plus proche de chez vous en consultant le site fer.fr. À bientôt pour de nouvelles infos énergie. Morane, dans ta chronique web, tu as choisi de nous parler de statistiques, mais pas n'importe lesquelles, les statistiques qui concernent les médias d'information préférés des Français. Alors dis-nous tout. Tout à fait, Julia. Alors tous les ans, la société britannique Kantar sort une étude pour le journal La Croix sur la confiance des Français envers les médias. Et cette étude a pour but donc de démontrer l'évolution des pratiques en matière d'information des Français, mais surtout elle évalue la crédibilité qu'ils accordent aux différents médias. Donc en termes de crédibilité, un tiers c'est dans l'ordre, la radio, la presse écrite, puis la télévision. Mais lorsqu'on demande aux Français par quels moyens ils préfèrent s'informer en 2020, c'est la télévision qui se place en tête du classement, suivi de très près par Internet. Nous, on a voulu savoir ce qu'il en est de nos internautes et on leur a demandé comment ils s'informaient quotidiennement. Alors Shirley nous dit « Je ne m'informe pas », au moins c'est clair. Christian, lui, nous a écrit « J'évite les journaux télévisés, plus confiance. Vous êtes pourtant abonné à la page Mosaïque Cristal ». Isabelle a répondu « CNews avant de partir au boulot et sur le net le soir au lit ». Ça confirme donc l'étude de Kantar avec le schéma télévision-internet. Et enfin, DG Montigny nous a écrit « Moi tous les matins c'est BFM TV, à midi Mosaïque pour le local. Je finis le soir avec Quotidien, je ne me fie pas aux infos relayées sur les réseaux sociaux et quand j'ai un doute, je compare et je vérifie ». Comparer et vérifier, c'est l'essence même du travail d'un journaliste. Mais aujourd'hui, notre profession est extrêmement critiquée, notamment avec l'arrivée des fake news. Petite anecdote comme ça, Julia, pour terminer. D'après plusieurs blogs, le métier de journaliste est l'un des plus détestés des Français. Moi, je trouve que c'est le métier le plus cool du monde. Et nous, on est ravis que tu aies rejoint l'équipe, Morane. Olivier Montaigne, et la ville de Sarreguemines, sur quel support informe-t-elle ses habitants ? Alors, on reste classique, mais néanmoins très actif sur notre page internet classique, mais qui va être fondue prochainement. Donc 2020 verra un nouveau site internet se construire pour répondre à la modernité puis à une meilleure ergonomie. Et puis, depuis 2 ans bientôt, notre page Facebook qui est très active, plus de 7500 abonnés. Donc j'invite tous les téléspectateurs à s'y connecter et à y faire un tour. Et là, on est très réactif, on partage de l'information très officielle, mais aussi parfois ludique ou anecdotique. Et puis Reflet qui continue. Et Reflet, notre magazine municipal trimestriel, effectivement, qui continue. Donc c'est pas du numérique, mais on est aussi passé en version numérique simultanément. Alors tout ça, c'est pour informer les habitants, mais Yves-Rohr, concrètement, les habitants à Sarreguemines, ils sont combien, très exactement ? Alors au 1er janvier 2020, officiellement, l'INSEE nous a procuré les chiffres. Nous sommes 21 232 habitants. Ce nombre exact, il provient de l'INSEE, du recensement ? Tout à fait. Alors, la particularité pour une ville de la taille de Sarreguemines, c'est que le recensement, il ne se fait pas une fois toutes les X années, il se fait en fait en continu, chaque année, une partie de la ville. Donc effectivement, depuis 2006, nous procédons à un recensement annuel. Le dernier recensement exhaustif date de 1999. Donc cette année, le recensement a commencé le 16 janvier et se terminera le 22 février. Il est composé, il y a 5 agents recenseurs qui sont des fonctionnaires territoriaux qui vont aller dans tous les quartiers de Sarreguemines auprès de personnes qui ont été sélectionnées par l'INSEE. Et donc à qui on est prié de ne pas claquer la porte au nez ? Oui, on demandait un petit accueil favorable parce que le recensement c'est important pour Sarreguemines et effectivement on aimerait que tout se passe dans les meilleures conditions, mais c'est vrai que les agents recenseurs sont des agents qui sont rodés et ils proposeront toutes les formules possibles pour que les gens ne soient pas dérangés. Ce nombre d'habitants, il a un impact sur pas mal de choses. Olivier Montaigne, en quoi est-il si important de connaître le nombre exact d'habitants de la ville ?
Alors, il y a deux choses. Il y a le nombre exact, effectivement, et on rappelle souvent que ça détermine les dotations de l'État, même si elles sont stables ou en baisse, mais effectivement, elles sont liées directement au nombre d'habitants. Mais il y a aussi la composition, la typologie, la sociologie des habitants par quartier, leur mode de vie, leur mode de déplacement, leurs besoins, des enfants, des seniors, en termes d'habitat. Et donc tout ça, ça aide non seulement les services municipaux, mais l'ensemble des services publics de l'agglomération, de l'État, à mettre en place les équipements, les déplacements ou les nouvelles politiques qui répondent le mieux aux besoins des habitants. Oui, donc notamment en termes d'aménagement du territoire, du coup. Aménagement du territoire, commerce, bus, etc. Yves, est-ce que le nombre issu du recensement, qui est donc délivré par l'INSEE, est-ce que ce nombre est différent des chiffres que vous avez, vous, à l'état civil, où vous enregistrez finalement toutes les naissances et tous les décès? C'est une autre logique. À l'état civil, je m'occupe de naissance, de décès, de mariage. Là, j'ai un autre volet de mon métier qui est le recensement. C'est une autre partie. Je recense tout le monde, à vrai dire. Alors il y a un autre chiffre aussi qui est particulièrement important en cette période de campagne électorale, c'est le nombre d'électeurs. À l'heure actuelle, à Sarreguemines, il y a combien d'électeurs? Alors le chiffre n'est pas encore figé, puisque je profite de l'occasion pour rappeler que tous les administrés de Sarreguemines peuvent s'inscrire jusqu'au 7 février. Mais pour le moment, on est à combien? Pour le moment, on est à peu près, on flirte avec les 15 000 électeurs. Alors vous l'avez dit, les gens peuvent encore s'inscrire, c'est une particularité pour ces élections. D'habitude, ça s'arrêtait au 31 décembre. Cette fois, c'est une date qui se rapproche beaucoup plus des élections. Concrètement, si on n'est pas encore inscrit sur les listes électorales qu'on habite à Sarreguemines, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc effectivement, j'ai rappelé que jusqu'au 7 février, on pouvait s'inscrire, suite à la réforme du système électoral qui avait été déjà mise en œuvre pour les élections européennes. Concrètement, ça veut dire que si on habite Sarreguemines, il faut soit par le biais d'Internet, soit en venant en mairie, on remplit un formulaire, on fournit un justificatif de domicile ainsi qu'une pièce d'identité. Donc on peut le faire par Internet en scannant ces documents ou en se rendant directement chez moi à l'état civil. Et pour les grands jeunes, si on peut les appeler comme ça, qui vont avoir 18 ans là très prochainement et peut-être après cette date-là, mais juste avant les élections, donc qui devraient pouvoir voter, pour eux ça se passe comment? Quelle est la procédure pour s'inscrire? Alors pour les jeunes, théoriquement, ils n'ont rien à faire puisqu'ils ont été recensés à 16 ans et automatiquement l'INSEE les enregistre. Néanmoins, nous avons constaté quelques petits ratés, donc j'invite tous les jeunes et les moins jeunes à se rendre sur le site servicepublic.fr et là ils pourront, en tapant sur l'onglet élections, en tapant leur nom et leur prénom, pas un seul prénom, mais tous leurs prénoms, ils pourront voir si effectivement ils sont inscrits. Histoire de vérifier, mais a priori, du coup, tous ceux qui vont atteindre la majorité encore juste avant les élections vont pouvoir voter. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour vos explications. Merci. Place au sport à présent. En plein Open d'Australie, notre magazine On Tour s'intéresse à la balle jaune cette semaine. Uranie vous attend sur les cours de la Blise avec l'ASS Tennis, une association déjà centenaire. Je vous laisse en sa compagnie. Très bonne journée à tous. À demain. Bonjour à tous, pas difficile de deviner où je vous emmène aujourd'hui pour On Tour, raquette à la main, sac de sport sur l'épaule, on va taper quelques balles sur les cours de l'ASS Tennis. On se retrouve juste après une petite présentation du club. Voilà 100 ans que l'on joue au tennis au bord de la Blise. L'association sportive de Sarreguemines Tennis compte aujourd'hui plus de 350 licenciés et dispose d'une infrastructure de grande qualité. Le site offre 12 cours, dont 6 couverts, 4 en terre battue et 2 green sets. Fondé en 1919, le club se place depuis plus de 10 ans comme l'une des plus grandes associations sportives de l'Est mosellan. Avec plus de 40 équipes engagées en championnat, 100 joueurs classés dont 22 deuxième série, une équipe 1 dames et messieurs évoluant en National 3, le club démontre son dynamisme et la qualité de la formation de ses joueurs. Les cours de la Blise accueillent aussi depuis plusieurs années le tournoi Futur, un tournoi international qui rassemble les meilleurs espoirs français et mondiaux, un tournoi comptant d'ailleurs pour le classement ATP.
Ici, on joue à tout âge et le club multiplie les actions en faveur de la promotion du tennis dès le plus jeune âge. Il participe au Ticket Sport et à Macadam Sport en partenariat avec la ville, propose un circuit découverte 8 ans pour initier les jeunes joueurs à la compétition ou encore le tennis à l'école en partenariat avec l'école ABCM. Les membres du club peuvent aussi participer à des stages d'été, l'objectif de toutes ces actions étant de favoriser la pratique du tennis et de faire découvrir ce sport à un maximum d'enfants et d'adolescents et à les fidéliser le plus possible. L'école de tennis de la SS Tennis permet chaque année de former plus de 150 jeunes encadrés par une équipe pédagogique orchestrée par le directeur sportif Alain Schott. Mais ici, le travail n'est pas axé que sur la compétition. L'important dans la pratique du tennis, c'est d'y prendre vraiment et avant tout du plaisir. Nicolas Schwartz, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'ASS Tennis. Alors, c'est quand même l'une des plus grosses structures de l'arrondissement. Concrètement, comment se porte la vie du club ? La vie du club se porte plutôt bien, vu que l'année dernière on a augmenté nos licences, on est à maintenant 370 membres. C'est vrai que ça fait une des plus grosses associations sportives de la ville et de l'arrondissement. Après, c'est vrai qu'on a des infrastructures de qualité, comme vous voyez ici notre grande salle qui est une des grandes salles uniques quasiment en Moselle. On a très peu d'infrastructures comme ça de qualité. C'est vrai qu'on a rénové un petit peu avec la modernisation de l'éclairage au printemps, à l'automne et ce genre de choses. Non, le club se porte plutôt bien et puis bon, 2 équipes en championnat de France, 5 salariés, un gros budget. Non, c'est une belle machine et le club se porte bien, ouais, très bien. Un bilan plutôt positif. Plutôt positif et puis des événements tout au long de l'année. Justement, est-ce qu'on peut peut-être donner quelques éléments qui rythment la vie du club et puis les saisons ? Eh bien, on commence déjà au mois de janvier avec notre tournoi d'hiver, le traditionnel tournoi d'hiver avec les championnats. Donc le tournoi d'hiver qui rassemble environ 150 participants. Les championnats d'hiver avec les championnats messieurs puis les championnats dames. Ensuite, on continue sur les différents tournois jeunes. Les championnats d'été avec nos 2 équipes en championnat de France, en National 3 chez les garçons et en National 3 chez les dames. Après, un petit peu de vacances, juillet et août, avec nos stages. On part souvent aussi en tournée avec nos meilleurs jeunes. Et puis ensuite, on continue avec la rentrée de l'école de tennis avec nos 130 gamins à peu près. Et puis ensuite, l'événement phare de la saison qui aura lieu cette année pendant les vacances de la Toussaint, donc les internationaux de Sarreguemines, qu'on aura à nouveau la chance d'organiser cette année fin octobre pour finir tout début novembre. Donc voilà un petit peu le rythme de notre saison. Il y a quand même pas mal de choses. On s'ennuie pas. 2020, est-ce que ça rime aussi avec nouvelle ambition, nouvelle perspective ? Mais déjà, on va essayer de pérenniser ce qu'on a fait l'année dernière. Donc là, comme on va vous expliquer avec la restructuration de notre école de tennis. Donc déjà ça, c'est un vrai point. Et puis sinon, continuer la rénovation du club. Je pense que le club date des années 85. Il y a des choses à revoir. Donc oui, il faut qu'on continue dans ce sens-là, ouais, clairement. Ouais. Et on parlait des grandes compétitions. Est-ce que, au fur et à mesure de ces compétitions-là, vous avez des grandes têtes d'affiche, des personnes qui sont sorties du lot ? Évidemment, on suit tout au long de l'année le parcours d'Hugo Schott, qui est en ce moment en Tunisie en train de faire des tournois, bien sûr. Il n'y a pas que lui, il y a les autres joueurs de notre équipe 1, parce qu'il faut savoir qu'on essaie de faire jouer essentiellement les joueurs du cru pour nos équipes en championnat de France, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. On suit aussi le parcours de Baptiste Klein, donc qui envisage aussi une carrière professionnelle. Quentin Marchal, notre deuxième entraîneur, Boris Kucera, et puis chez les filles, on pense à Julie Duplaine, Camille Vaner, Lee Schwartz, etc. Ce genre de joueuses qui jouent en championnat de France avec nous tout au long de la saison. Ouais. Justement, pour terminer, les filles, alors est-ce qu'elles ont plus l'habitude de venir maintenant jouer au tennis ? On a eu un club qui avait plutôt la facilité de former les jeunes filles au départ. Je pense à toute la génération Philippi, Lanier, Krieger, Constance Sibyl a commencé ici. C'est vrai que cette année, ces derniers temps, on a un petit peu un trou de génération chez les filles. Après, on a au niveau des tout jeunes des bons résultats. Donc je pense que dans les années qui viennent, on pourra de nouveau envisager l'avenir avec plus de sérénité chez les filles, alors qu'en ce moment, on est plutôt un peu plus fort chez les garçons. Après, voilà, il ne faut pas oublier qu'on est dans une petite ville de 22 000 habitants. Je pense qu'il y a très peu de clubs en France qui ont des équipes en championnat de France avec des joueurs du cru. Ça a toujours été notre politique et on restera dans cette ambition-là, oui. Et c'est noté. Et d'ailleurs, souvent, ces joueurs-joueuses sont repérés assez tôt, l'occasion de rentrer à l'école de tennis pour se perfectionner ou peut-être, qui sait, avoir une carrière professionnelle.
Le mercredi, sur les cours de la Blise, c'est priorité absolue à l'école de tennis. Cette année, 152 jeunes de 3 à 18 ans sont inscrits à l'école. Ils sont entre les mains de l'équipe pédagogique composée de 2 brevetés d'État, 3 assistants moniteurs de tennis et 3 initiateurs. À l'école de tennis, on peut commencer très tôt. Voici le groupe des 4-5 ans qui pratiquent le mini-tennis. À ce niveau, on propose surtout des exercices de coordination et on travaille avec des grosses balles en mousse. Les groupes sont composés par âge et par niveau d'apprentissage. On reconnaît le niveau à la couleur de la balle qu'ils utilisent. Victor et Adam ont 8 et 9 ans. Le tennis, pour l'instant, c'est avant tout un loisir. Je voulais faire un sport. Je me suis dit, si j'essayais le tennis, alors j'ai essayé le tennis. En fait, avant, je faisais du foot, mais bon, je me suis dit, ça fait trop de mouvements de pied. Alors, je me suis dit, je me suis sentie léger au niveau des bras. Alors, je me suis dit, je vais tenter quelque chose qui me fait exercer les bras. Je me suis dit, je vais essayer le tennis. Et j'ai commencé en balle orange, enfin en balle violette. Et puis, maintenant, j'ai évolué en balle orange. Ça fait 3 ans que j'y joue maintenant, donc du coup... ce qui me plaît, je sais pas trop. Il y a quelque chose qui me plaît, mais je n'arrive pas à trouver quoi. Les mouvements de bras. Hein? Les mouvements de bras. Ouais, voilà. Les mouvements de bras, les frappes. J'aime bien frapper des balles comme je le veux, hyper fort. Le problème, c'est que je peux pas tout le temps faire ça. De 6 à 18 ans, à raison de 1h30 par semaine, on peut faire de l'initiation. Viendra ensuite le perfectionnement pour ceux que le directeur sportif aura repérés. À l'école de tennis, on ne force personne à faire de la compétition, mais ceux qui le souhaitent et après sélection par le directeur sportif peuvent y prétendre. Mais là, il va falloir travailler davantage. On est déjà sur des entraînements de 4h30 hebdomadaires et ces entraînements comprennent également de la préparation physique. L'ASS Tennis est le berceau de plusieurs bons et très bons joueurs. Atteindre les hautes sphères du tennis mondial n'est pas donné à tout le monde. Mais il y a bien ici quelques graines de champions à faire mûrir. Alain Schott, bonjour. Bonjour. Vous êtes le père d'Hugo Schott, le joueur numéro 1 du club, également son entraîneur, bien sûr. Également. Alors, ma première question, ça serait, venir ici, c'est pas que pour de la compétition, c'est avant tout pour le loisir. Bien sûr, le tennis n'est pas que de la compétition. Ce qui se passe en fait quand les jeunes commencent le tennis, ils commencent par l'école tennis, 1h30 par semaine. Et là, on voit un petit peu les gamins, comment ils se comportent sur le terrain. Avant tout, c'est de prendre du plaisir à jouer et surtout pas la compétition au départ. C'est déjà prendre l'habitude de jouer et d'aimer ça surtout. D'accord. Alors, j'ai une autre question par rapport plutôt aux aptitudes, aux qualités d'un bon joueur. Comment est-ce qu'on décèle ceux qui sortent du lot? Alors déjà, on les détecte la première séance d'1h30. On voit un petit peu leur plaisir à venir jouer. On voit un petit peu leur qualité d'exclusivité, de coordination qui est très important ici. Que souvent les gamins, à l'âge de 6-7 ans, ne sont pas coordonnés. Donc on remarque surtout ça, la coordination déjà, l'exclusivité et puis tout ce qui est aptitude à bien tenir la raquette dans la main. Et alors certains d'entre eux font partie de la catégorie élite. Expliquez-moi un petit peu c'est quoi cette catégorie? Alors en fait le club a créé cette année en 2019, fin 2019, une catégorie élite. Les gamins, les meilleurs jeunes du club s'entraînaient 3 fois par semaine. Donc dès la rentrée 2019, ils s'entraînent 4 fois par semaine. Donc 4 fois 1h30 de tennis qui donne 6 heures de tennis et 2 heures d'entraînement physique par semaine. Donc ce qui fait un quota d'heures de 8 heures par semaine, ce qui est vraiment le minimum pour faire beaucoup de compétitions. Et alors peut-être que c'est le moment pour moi de m'entraîner. Alors on va essayer. Je vois que vous avez mis un petit peu en place un atelier. Je préfère vous prévenir, je suis pas du tout forte, c'est ma première expérience. On va essayer. Alors expliquez-moi qu'est-ce qu'on va faire. Alors déjà on a différents types de balles au tennis. La fédération a créé il y a quelques années différents types de balles. Donc la première balle c'est la balle en mousse pour les très petits enfants. D'accord. Donc après pour les adultes on a créé aussi la balle rouge qui est une balle un peu plus grosse et qui est un peu plus souple, beaucoup plus molle. Le deuxième type de balle ça sera les balles mini, donc balles orange et jaune, qui sont déjà la taille d'une balle de tennis, mais qui est toujours très très molle. La troisième balle, c'est la balle qu'on appelle la balle mid, soft. Donc c'est une balle déjà qui est jaune, comme les balles dures, mais qui est beaucoup plus molle encore. Donc c'est la balle qui est avant les balles dures. Voilà.
Alors concrètement, ça c'est ma raquette, qu'est-ce que je dois faire? Je vais la tenir main droite pour une droitière, voilà. Okay. Donc ce qu'on va essayer de faire un peu plus basse, on la tient un peu plus basse, voilà. Donc ce qu'on va essayer de faire pour commencer, comme vous n'avez jamais joué, on va commencer à jouer dans le carré de service. Donc on va commencer par la première balle, donc les balles rouges. Après on essaiera justement avec les balles oranges et après les balles mid. Voilà. Donc ce qu'on va commencer, c'est dans le carré de service et au fur et à mesure, si ça marche bien, on pourra reculer un petit peu dans le terrain. Voilà. Ok, je vous suis. Vous allez en face? Allez. Allez. Très bien. Allez, bien de profil et on accompagne bien. Très bien. Allez, on se déplace. Très bien. Allez. Ok. Ouais, c'est pas si mal que ça pour un début. Pour une première fois, c'est bien. J'ai un bon coach, c'est bien fléchi. Ok. Attention, bien accompagné avec la main droite, on accompagne bien. Ok. La main gauche devant pour bien équilibrer. Un peu plus devant la main gauche. Allez, on la met bien devant et on accompagne bien. Très bien. Et ici, on n'est pas que sportif, on aime aussi très bien manger. On vous propose un petit reportage sur le restaurant La Balle Jaune. Alors cet entraînement? Parfait, on a découvert une future championne. Ah, alors je vais rougir si on continue. Donc après entraînement, en général, on se remercie. Voilà, merci bien beaucoup. Joué, bien merci. joué, très très bien. Allez, on regarde. La balle jaune, c'est l'outil indispensable du tennisman, mais pas seulement. Au cœur des locaux de l'ASS Tennis se trouve une autre balle jaune, un fameux restaurant tenu depuis presque 20 ans par Alexandre Klein. Un café en regardant les joueurs sur les cours couverts, une petite pause entre deux entraînements, c'est à la balle jaune que ça se passe. Rares sont les clubs bénéficiant d'un tel service. Ici, on est loin du comptoir d'un clubhouse ordinaire. Ici, gastronomie et convivialité sont les ingrédients d'un mélange original et réussi. Bon, et bah dis donc, je me suis très bien dépensée. Le tennis, une première pour moi. Et je ne peux que vous inviter à tenter l'expérience, à tenter l'aventure et prendre contact, par exemple, sur le site internet avec le club. Allez, moi, je vais prendre une pause bien méritée. Je vous dis à la semaine prochaine.